C'est vrai? Oui, je te le dis. Bah, ça commence déjà. Ah bon? Bonjour les amis, vous êtes en direct, nous sommes en direct pour de la philosophie en direct. Nous allons parler de dire juste l'usage des mots, le féminisme, le sexisme. Et je suis avec mon invitée, donc Florence Monreno. Bonjour. Voilà. Alors Florence, tu es une militante féministe, on peut le dire, depuis les années 70. Tu as embrassé la cause de l'égalité des droits femmes-hommes sous toutes les couleurs. Beaucoup de livres. D'ailleurs, ta devise, tu peux nous la dire? Tu as une devise en latin? Oui, et liberi, et libri. C'est le contraire de ce qu'on disait aux filles autrefois, ou des livres ou des enfants. Moi, j'ai dit les deux. Les deux. Et donc, tu as des enfants? Oui, j'ai 4 enfants. Ouais. Et 6 petits-enfants déjà féministes. Magnifique. Donc, tu vas nous expliquer comment tu as transmis cette idée de justice et de lutte. Ouais, justice. Et puis, des livres. Combien de livres alors? Parce Alors, que des livres et des enfants, donc oui, on va en parler. Celui-ci, c'est le 17e. Voilà. Alors oui, on s'est rencontrés par les hasards de la vie parisienne et par ta volonté aussi de forcer aussi les rencontres. Mon désir de Ouais, te rencontrer, c'est ça, Vincent. exactement, c'était beau. Et puis tu sors un livre, on va en parler, que je me suis régalé à lire, Le Roi des cons, voilà, titre provoquant, mais attention, édition très sérieuse, Le Robert, et je crois que ton premier livre est sorti aussi chez Le Robert, puisque Oui. tu l'as trouvé dans ma bibliothèque. Oui, mon Tu livre peux de nous en dire proverbes. deux mots du Oui. premier et du parcours des livres. T'écris quoi? T'es historienne? C'est comment te classer? T'es assez dur à classer. Moi, je dirais écrivaine. Écrivaine. Mais mes premiers livres, il n'y avait pas un mot de moi. C'était un dictionnaire de proverbes et un dictionnaire de citations paru au Robert. Le Robert faisait des usuels de culture. Le Robert fait pas seulement des dictionnaires de langue. Et ce livre-là aussi, c'est une nouvelle collection de débats, un livre un peu polémique, un livre où je prends des positions. Le Robert m'invite, mais ne les reprend pas forcément à son compte. Par exemple, l'écriture inclusive, le Robert observe, On va en analyse. parler, ouais. Ah oui, non, c'est un petit régal. Alors d'abord, il se lit super bien parce que c'est des petites vignettes. Des petites vignettes de 2 pages à chaque fois. Oui. On dirait vraiment des petites chroniques. Et on fait le tour de comment le sexisme contamine la langue française, mine de rien, et impose une idéologie de façon subreptice et de façon, je dirais, non interrogée par les locuteurs. Ce qui fait qu'on se retrouve tous à être sexistes sans le savoir, à notre insu. Et tu es à la fois dans un diagnostic, tu diagnostiques tous ces éléments de langage et ces pièges que nous tend une langue qui a été façonnée par le patriarcat, mais surtout tu nous montres des solutions. C'est ça qui est amusant et hyper jouissif. C'est pas simplement oh là là ça ne va pas, c'est et si on disait ça, ne dites pas ça, dites ça. C'est d'ailleurs le procédé même du livre. Je vous en lis quelques-unes. Plutôt que galanterie, dites attention à l'autre. Plutôt que complémentaire, dites égaux ou égal et différent et différente. Plutôt qu'excès des féministes, dites action des féministes. Vous sentez les sous-entendus, les préjugés derrière. En fait, c'est un livre de philosophie. Ça, c'est l'essence même de la philosophie. Nommer les choses, dire les mots justes. Et comment ça t'est venu alors? C'est quoi? Oh, ça m'est venu depuis très longtemps, mais comme tu le disais, j'ai d'abord Oui. interrogé ces mots. Tu peux nous les regarder là. Oui, c'est Tu mon peux leur dire premier. bonjour. Ils disent bonjour, hein, t'as vu, hein? Ah oui, T'as bonjour. Linda qui dit bonjour, Estelle vient de dire bonjour. Oui. Ah bah oui. Ah, d'accord. Ah bah ça parle en direct. Alors, mon C'est la première fois, c'est premier mon live. Premier Facebook Live, alors bonjour. Voilà. Et Et les bon, amis, juste oui. une chose, vous partagez. Qui que vous soyez, vous partagez sur votre journal Facebook, mais vous partagez aussi sur toutes les pages Facebook que vous avez likées, et vous partagez sur tous les groupes auxquels vous appartenez sur Facebook. Donc il y a au moins 20 partages par personne. Voilà, n'hésitez pas pour que les gens nous rejoignent. Je fais cette annonce-là, et voilà, que vous soyez amis de Florence, mes amis, vous partagez abondamment. Merci, comme ça on se retrouve, on va être 60, ça va être très sympa. Vas-y, je te laisse dire un peu comment c'est venu ce roi des cons, là, comment il arrive. Eh ben, c'était par exemple le mot con. Oh, quand j'ai appris ce que ça voulait dire vraiment le mot con, ça m'a choqué. Et quand je pense que cette injure, mais c'est pire des injures, cette injure tellement banale, mais ça veut simplement dire, quand on dit d'un garçon qu'il est con, ça veut dire que c'est une femme. Puisque con, ça veut dire vagin. Ça veut dire l'organe sexuel des femmes. Et donc traiter un garçon de fille, en fait,
charger ce pauvre organe qui ne vous a rien demandé de toute la boue, de toute la merde possible et l'envoyer à la gueule de l'autre. C'est ça, c'est comme ça qu'on utilise le féminin, c'est trop moche. Alors j'ai bien cherché comment on pourrait dire des choses un peu plus drôles, un peu plus originales. Je fais collection d'injures, mais un peu originales, parce que toutes ces injures qui déprécient le féminin, c'est moche. Mais dis-moi, d'ailleurs tu proposes vagin, tu proposes vulve, et puis on peut dire quoi? Crétin, on peut dire... Ah, je ne propose pas de dire vagin ou vulve. Oui. Enfin tu en parles, oui, tu en parles. Je fais de la distinction. Oui, mais... tu montres d'ailleurs que vulve c'est encore subversif, hein, si je t'ai bien lu. Oui. On n'ose pas, voilà, on n'ose pas le dire. Vagin c'est médical, mais vulve, alors c'est très joli, moi je trouve ça très joli. C'est un magnifique mot, très sensuel, avec les deux V. Et alors, comment ça t'est venu? Parce que ce que tu viens de dire à l'instant sur le con, tu le savais depuis très longtemps, donc c'est pas en 2018 que tu apprends ça. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu sens que ce livre est un besoin important, qu'il faut sortir ce livre? Ben justement, j'ai eu l'idée, en fait tout a commencé en 71, quand dans une réunion féministe, l'une de nous a dit, à propos d'une autre femme, elle s'est fait violer, et il y avait parmi nous une étrangère qui n'a pas compris. Alors elle a fait répéter, elle a dit, mais je comprends pas, elle s'est fait violer, c'est pas possible, c'est... Et tout d'un coup, c'était en 71, j'oublierai jamais, la lumière s'est faite en moi, et j'ai compris ce qu'elle comprenait pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire une chose horrible comme ça. On ne peut pas dire... Et tout d'un coup, je me suis dit, ben voyons, c'est ça. Le machisme parle par notre bouche sans que nous le voulions. Nous transmettons l'idée machiste de... Elle a été violée, mais elle est liée pour quelque chose. Donc elle s'est fait, ça veut dire qu'elle a été un peu volontaire quand même. Qu'est-ce qu'elle faisait dans un parking? Qu'est-ce qu'elle faisait avec une mini-jupe? C'est de sa faute. Donc ouais, il y a un préjugé. Oui, sur que les femmes, ils sont pour quelque chose. Parce que la seule forme correcte pour ce crime, c'est de dire elle a été violée par... et suit le nom du criminel. Alors ce qui est amusant avec toi, Florence, c'est que tu as une petite voix comme ça, des manières très élégantes, un verbe, mais vraiment même là, hein, on le retrouve là. Je t'entendais parler quand je te lisais, vraiment on sent que c'est toi qui parles, tu choisis les mots, c'est léger, c'est très agréable. Et ce que tu dis, c'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique parce que ce que tu dis, c'est juste... une description mais énorme de toute cette violence contenue dans les mots qu'on ne pense pas à interroger. Il y a quelque chose de l'ordre de Littré qui fait des distinctions, il y a quelque chose, c'est pas pour rien que c'est le petit Robert, il y a vraiment un souci de la langue et de se réapproprier les mots pour pouvoir peut-être partir, pas au combat, je sais que t'aimes pas ce mot, mais en tout cas partir en lutte. Je suis d'accord pour la Révolution. Moi je reprends l'expression de Virginie Despentes dans King Kong Theory, tout foutre en l'air. À ce point-là. Ouais, ben on le sent, on le sent bien. Quand la langue française fait mal aux femmes, donc voilà, édition Le Petit Robert, ça c'est vraiment ce qui a le prétexte de notre rencontre. Alors, la chose, mes amis, vous la connaissez, et si vous ne la connaissez pas, je vous la répète. Vous posez vos questions. C'est un dialogue à 3 voix et vous allez en plus de partager, poser vos questions, on va les lire, on va toutes les prendre en compte et puis on va essayer d'y répondre. Oui. Et puis on va aussi réfléchir, moi j'ai envie de voir avec toi l'avenir du féminisme pour étendre un peu l'aspect qui est là complètement dans ton livre. J'ai mis une petite vidéo sur ma page où tu parles de MeToo et de Balance ton porc, où tu compares ça aux écuries d'Augias qui devaient être nettoyées par Hercule et que c'est un fleuve énorme qui les nettoie. Il y a eu des hommes qui se sont, et des hommes et des femmes d'ailleurs, hein, qui se sont levés contre cette révolution. Est-ce que pour toi ça appartient à la 4e vague féministe? Est-ce que pour toi, alors je rappelle un peu, la première vague féministe c'est militer pour le droit de vote. La deuxième vague féministe, c'est, on va dire, dans les années 70, le droit de disposer de son corps. Donc là, je pense que cette vague-là, t'es historique dans cette vague-là. La 3e vague, certains disent 3e vague en Amérique depuis les années 90, c'est les minorités, hein, les lesbiennes, les transgenres, les noires américaines, les noirs, d'ailleurs les femmes noires, qui, en plus d'être femmes, les handicapés, cumulent les stigmatisations, les oppressions, les discriminations. Et donc on appelle ça la 3e vague du féminisme, c'est quand il y a des convergences comme ça qui peuvent se faire. Et puis certains, depuis la fin des années 2000,
2000, depuis ce que j'appelle l'avènement de la cybermodernité, c'est-à-dire de la modernité qui passe par Internet et le virtuel, parle d'une quatrième vague du féminisme, c'est-à-dire dénicher le sexisme dans la vie quotidienne. Essayer de vider la vie quotidienne de tous les replis sexistes, violents, discriminatoires qui pourraient s'y loger. Et ton livre, c'est pour moi un livre de quatrième vague en ce sens-là. Comment tu te situes avec ça? Alors d'abord, le féminisme, c'est international. Alors, on le voit à l'échelle mondiale. Donc tout est plus compliqué que ces repères qui sont faciles, on comprend bien, mais par exemple le droit de vote. Sais-tu quand les Suissesses ont eu le droit de vote? très tôt. Très Non, tard. 1971. Oh là là, mon Dieu. Alors, sais-tu que le Liechtenstein, elles ne l'ont eu qu'en 1984? Et sais-tu qu'elles ne l'ont pas encore en Arabie Saoudite? Alors Oui. quand même. Donc le droit de vote, c'est pas encore terminé. Et le droit qui va avec, le droit d'être élu, alors là on en est bien loin. Donc la première vague, si on la définit par le droit de vote, si on par les droits civils et politiques, ben, les droits politiques, ils sont loin d'être acquis. Les femmes ne sont pas encore légitimes en politique. Et c'est pour ça qu'on les insulte, et c'est pour ça qu'on s'attache à des détails de leur tenue, ou de leurs paroles, ou qu'on les... Enfin, tout ce qui se passe en politique montre bien que les femmes y sont encore ressenties comme des intruses. Alors, quant à ces vagues, elles ont leur intérêt, c'est en effet assez dominant dans le monde occidental, et quant à la vie quotidienne, on en parle depuis le début. Parce que tout prend racine dans la vie quotidienne. En quoi est-ce normal, par exemple, que les femmes fassent tous les travaux ménagers? C'est pas sur les gènes, les chromosomes des femmes, XX, de savoir passer l'aspirateur, pas du tout. Ou de savoir même s'occuper des enfants. Les hommes peuvent le faire très bien. On peut être un bon père, une bonne mère. On peut apprendre, on peut créer des liens avec ses enfants. Pas besoin d'avoir pour ça un utérus ou quoi. Donc ces vagues, c'est des distinctions commodes, alors qu'en fait, tout est toujours à reprendre. Rien n'est jamais acquis en matière de droits des femmes, pour les droits d'ailleurs en général, mais pour les femmes en particulier. Rien n'est jamais acquis. Nous devons toujours être vigilantes parce que la première récession économique, par exemple, on renvoie les femmes au foyer en disant elles ont qu'à se trouver un homme qui les entretient. Les femmes sont moins payées. Ben oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'un salaire de femme et puis elles ont des vacances, par exemple, pour les métiers de l'enseignement. Donc, on ne considère pas encore le droit des femmes à être autonomes et indépendantes. Ça passe par l'économie, mais aussi par le corps, l'avortement, etc. Magnifique. Alors, regarde, on va lire quelques questions. Voilà, Oui, quelques questions, quelques remarques. N'hésitez pas, allez-y, on vous attend. Nathalie qui dit: nous sommes co-responsables de l'usage des mots MOTS qui traduisent les mots MAUX d'une société violente. Marie Ibn Arabi: je me méfie de la chirurgie de la syntaxe. Intéressant. Que faire auprès des femmes, demande Liliane, qui soutiennent le machisme et reprennent le discours? Cette dernière question, elle est pour toi, je pense. Que faire avec les femmes qui soutiennent le machisme? Ouais. Oh, bah alors et qui reprennent leur discours. Mais alors là, c'est pas des femmes, c'est la majorité des femmes. Le machisme, c'est nous tous. Se libérer du machisme, c'est le travail que nous devons faire, nous tous, y compris les féministes. Parce que le machisme, ça nous environne. Nous sommes élevés dans le machisme, nous respirons machisme, nous voyons machisme, nous entendons tout autour de nous. C'est comment se débarrasser de l'air que nous respirons, de l'éducation que nous avons reçue. Eh bien, c'est un travail incessant. Alors, quand vous dites ces femmes qui soutiennent le machisme, oui, c'est ça la majorité des femmes. Quelques très rares femmes ont une conscience féministe, c'est-à-dire une conscience des injustices et des inégalités. Pour moi, c'est venu vers l'âge de 20 ans seulement. Il y en a qui sont beaucoup plus précoces, il y en a qui sont plus tardives, donc il n'y a pas de règle. Un jour, on se dit, ce monde est injuste, certes envers des quantités de catégories, mais en particulier envers les femmes qui sont plus de la moitié de l'humanité. Donc comment faire pour parler avec ces femmes-là? C'est difficile. L'évolution, faire évoluer quelqu'un, ça suppose d'abord de le respecter. Quelqu'un ne peut pas changer comme ça, en un tour de main avec un argument. Alors la prise de conscience, aider à la prise de conscience, c'est faire réfléchir. Alors en choisissant l'axe qui intéresse la personne, si elle s'intéresse à l'économie ou si elle s'intéresse aux violences, ou on peut lui dire: est-ce que vous trouvez ça normal, par exemple, que les violences conjugales, ça soit si fréquent, si répandu, qu'un homme qui est censé, d'après ce qu'on dit au mariage, assurer la protection, la sécurité de sa conjointe, lui tape dessus? Est-ce que c'est normal qu'un homme qui pèse 80 kilos tape sur une petite femme plus faible que lui? Est-ce que c'est normal? Alors, peut-être ce biais-là, mais il y en a bien d'autres. Nous, aujourd'hui, c'est la langue. La langue, par exemple.
il y a des petits garçons. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon de 7 ans qui se trouve être mon petit-fils et ça va être la démonstration de ce que c'est qu'un enfant féministe. Il rentre de l'école, il a 7 ans, il a appris qu'au pluriel, le masculin l'emporte. Mais il dit, mais pourquoi? C'est pas normal. Voilà, je n'avais jusqu'à maintenant entendu que des filles qui avaient réagi comme ça. Et voilà, là c'est un garçon. C'est à mon sens l'avenir Voilà. Du C'est féminisme, c'est l'idée que c'est unisexe le féminisme, Mais bien le sûr. combat de l'égalité. D'ailleurs, à propos d'égalité, dans ton livre, tu dis liberté, égalité, fraternité, ça va pas. Fraternité, c'est les frères, et donc les femmes sont exclues. Sororité, c'est les femmes entre elles, et donc les hommes sont exclus. Et tu proposes un mot, alors que vraiment que je connaissais parce que je connais ce débat, mais vraiment que peu de gens connaissent, c'est le mot adelphité. Voilà, alors liberté, égalité, adelphité. Oui. Ben oui. Mais c'est vraiment un mot nouveau pour pas mal de monde. Alors, Ben, j'espère bien, c'est un mot nouveau, mais justement, Ouais. nouveau pas tant que ça. Il existe dans la langue, il existait au Moyen-Âge, il a simplement, comme beaucoup de mots dont je parle dans ce livre, il a disparu parce que le machisme a été très dominant pendant des siècles. Alors ce mot-là, ben, ça vient du fait que quand on dit fraternité, moi je me sens exclue. Par exemple, je me rappelle, j'ai été élevée catholique, à la messe, pendant le sermon, le prêtre commençait par « mes frères ». Ben, je suis exclue de mes frères. Et la fraternité républicaine, c'est la fraternité virile, celle des frères d'armes. Les femmes, c'est quantité négligeable. Alors, donc, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai cherché une langue dans laquelle frères et sœurs venaient de la même racine. Et il y a deux langues dans ce cas, enfin, je parle des langues occidentales, il y a l'espagnol et le grec. En espagnol, hermandad, ça veut dire fraternité parce que herman, hermana, hermano. Bon. Mais en grec, j'ai trouvé ça joli à l'oreille. Adelphos, adelphé, le frère, la sœur. Et voilà ce sentiment d'adelphité. Il me paraît aussi intéressant, au-delà des mots, de voir ce qu'il y a dans ce sentiment. Tu vois ce que nous éprouvons l'un pour l'autre. Relève de ça. Je suis chez toi, Vincent. C'était une situation inimaginable autrefois. Je vais toute seule chez un homme tout seul. Oui. Bon, là, vous me regardez, ça va, il ne va rien m'arriver, j'ai confiance. Mais les sentiments que nous éprouvons, par exemple, tout de suite, tu m'as proposé de nous tutoyer. Imagine ça, il y a 20 ans, il y a 30 ans, impossible. Le tutoiement, c'est parce que nous avons beaucoup de choses en commun et politiques. Alors, ce que nous ressentons l'un pour l'autre n'est pas du tout asexué. Il est parfaitement clair que tu es un homme et que je suis une femme. Mais ce que nous éprouvons, c'est la communion de pensée, c'est de la communauté d'intérêts, et quant à la dimension sexuelle, nous la sublimons. C'est-à-dire que nous faisons passer le désir de vivre, de faire changer ce monde, de parler avec vous, de communiquer, de témoigner de tout ce que nous vivons, nous la faisons passer au-delà de l'idée curieuse que nous sommes un homme et une femme, et qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble? Ça ne nous vient pas à l'idée parce que nous le sublimons au profit de quelque chose de plus grand que nous. Voilà ce que c'est l'adelphité. magnifique. J'espère que je t'ai convaincu. Ah, tu m'as convaincu. Moi j'ai ma propre vision. Je pense qu'il faudrait concrètement remplacer effectivement fraternité, qui reste un vœu très vaporeux, par mixité. Moi je suis pour liberté, égalité, mixité, qui rejoint beaucoup de choses, et je pourrais l'argumenter, mais c'est pas le propos de ce live, mais on en parlera, et je pense que oui, Oui, mais ça mixité- changerait beaucoup de choses. Ah non, mais mixité, c'est très 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 important. Oui, je sais bien. Beaucoup d'importance à Ouais. cette notion, mais c'est une notion politique et sociale. Pour moi, dans adelphité, il y a une notion spirituelle. Je Il y a comprends. dans fraternité, tu vois, une élévation. Oui, je comprends. Alors, on parlait des hommes féministes, on va en citer quelques-uns. J'ai vu qu'il y avait Ouais. deux, Ah trois ouais. Thomas. personnes qui sont là, qui débarquent un peu au hasard, et qui sont un peu énervées, et qui ont des prénoms maghrébins. Moi je vais parler des hommes féministes maghrébins. Je reviens du Maroc, là où ils sont tous ceux que j'ai côtoyés étaient totalement féministes, dans une société où il y a du combat dans tous les sens, parce que c'est une société où il y a une sorte de schizophrénie sociale, on ne peut pas avouer son amour, on est... Tu voulais dire quelque chose sans que ça... Avouer m'a fait quelque chose. Avouer, en tout cas, Oui. dire, vivre simplement son Oui. amour. Étudiant iranien, il y a Majin Tavakoli. Je ne sais pas si tu vois, c'est l'Iranien qui, en 2009, s'est pris en photo avec le voile. déguisé, non, avec le voile Portant le à la voile. manière Ah oui. des Iraniennes. Ah oui. Et les autorités lui sont tombées dessus. Ils ont dit qu'ils voulaient se déguiser en femme parce qu'ils voulaient fuir le régime et tout ça. Et ça a fait évidemment le contraire, c'est-à-dire que il y a eu un mouvement de soutien qui s'est mis en place, et plutôt que d'être stigmatisé, il est devenu le leader du mouvement vert et du combat pour l'égalité des sexes. Oui. Et il y a plein
plein d'hommes qui ont commencé à se prendre en photo avec, pareil, le voile. Donc, Majin Tavakoli, voilà une vraie figure de jeune féministe dans un pays arabe. Machiste. Oui. Vous avez Kassim Hamid, excusez-moi ceux qui sont arabophones de mal prononcer le Q arabe, Kassim, je ne sais pas comment le dire. Donc c'est un des principaux promoteurs du courant féministe arabe, hein. Il est mort en 1908, l'auteur de La Libération des femmes, un livre de 1899, magnifique, et de La Femme nouvelle, un livre qu'il a écrit en 1900. Il disait, lui, un truc qu'on dit évidemment, que l'éducation et l'autonomie, c'est vraiment ce qui permettra la clé pour les femmes. Et il disait, c'est le signe de la modernité d'un pays. C'est-à-dire que des femmes éduquées et des femmes qui sont autonomes, ça prouve une civilisation avancée. Et puis vous avez d'autres hommes féministes de talent et très porteur en termes de livres et de réflexions théoriques sur le féminisme, notamment Amartya Sen. Amartya Sen, c'est l'économiste indien, philosophe et économiste. Et alors lui, dès qu'il doit utiliser un pronom pour se référer à une personne abstraite, il dit toujours her, il prononce toujours le pronom au féminin par principe féministe. Voilà. Et puis tout son travail porte en économie sur le développement des inégalités hommes-femmes, et vraiment il a une vision extrêmement précise, puisqu'il montre que les femmes, le rapport à l'économie des femmes n'est pas du tout le même que les hommes dans certains pays. On pourrait étendre la liste comme ça des hommes qui s'engagent pour le combat pour l'égalité. Qu'est-ce que tu penses du féminisme actuel? J'ai l'impression qu'il y a au contraire une vague de repli et une hostilité. Quand j'ai moi sorti mon livre L'homme expliqué aux femmes en 2010, j'ai été confronté dans des colloques à une véritable hostilité de la part de quelques féministes qui disaient: tu es un homme, tu fais partie du camp des oppresseurs, que tu le veuilles ou non. C'est un peu ce qu'on dit aussi dans une sorte d'antiracisme un peu raciste. Que tu le veuilles ou non, tu fais partie de ce camp-là et donc tu n'as pas le droit de parler. Qu'est-ce que tu penses de cette exclusion dans le combat féministe? Oh, il y a tant de choses à dire. Ah oui. Alors d'abord, à propos des hommes féministes, je voudrais citer Condorcet qui disait: un homme ne peut pas être libre à côté d'une femme esclave, d'une femme qui n'a pas de droit civil, comme c'était le cas au XVIIIe siècle. Donc ça, c'est très très important que la liberté des hommes passe par la liberté des femmes. Et c'est notre liberté à tous de chercher cette égalité de tous les êtres humains pour nous sentir vraiment libres. C'est notre devoir, c'est notre action. Tu peux même regarder là, comme ça tu les regardes dans les yeux directement, bon, le petit point noir. Alors, je regarde le petit point noir et je vous regarde. Voilà, c'est ça. Très bien. Ouais. C'est mon premier Facebook Live. Ouais, c'est très bien, tu t'en sors très très bien. Alors, donc c'est donc ces hommes qui veulent aider les femmes, qui veulent participer. Il s'agit d'une action, il ne s'agit pas d'un combat. Voilà, c'est un mot que je répudie parce que depuis le début, je suis engagée dans le féminisme. Il n'y a jamais eu de mort, de blessés, il n'y a pas d'agressivité chez moi, il y a de l'énergie pour vous faire comprendre que ce monde doit changer, que ce monde est injuste pour les femmes, d'abord, parce que c'est la majorité de la population du monde, et puis pour toutes sortes d'autres catégories de personnes. La majorité de la population discriminée du monde. La majorité de la population du monde, oui, déjà. Il y a 53% de la population qui sont des femmes. Pour des mauvaises raisons d'ailleurs, terribles aussi. Parce qu'il y a et là, quand on cumule toutes les raisons, toutes les oppressions, c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure par l'intersectionnalité, quand on est à la fois une femme, quand on est de la mauvaise couleur, au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un pays en guerre, ce qui vous arrive, c'est toujours pire que ce qui arrive aux hommes. Par exemple, toutes les violences sexuelles, c'est terrible que c'est le lot des femmes, tous ces cas-là. Alors, qu'est-ce que je dis aux féministes qui ne veulent pas des hommes à nos côtés, qu'elles se privent d'alliés précieux, parce que ce monde, nous allons le changer ensemble pour que ce monde soit plus juste, soit plus harmonieux. Nous devons travailler avec les hommes, en tout cas les hommes qui veulent le changer dans le sens de l'égalité et de la justice. Je leur dis bienvenue. Superbe. Alors Axel Benachour, comment déconstruire? Alors Axel, tu t'es trompé de fil, tu es sur mon journal personnel, il faut être sur ma page officielle. Oula, attention Axel. Vincent Cespedes page. Mais on prend ta question quand même. Comment déconstruire 40 000 ans d'histoire de machisme sans tomber dans des idéologies extrêmes, les oppositions stupides, les dualités éternellement conflictuelles? J'en prends plusieurs et puis tu pourras réagir. Je vais prendre plusieurs questions. Note-les bien. Linda, chienne de garde, la meute. Ça te concerne parce que c'est toi, c'est ton œuvre. Tu as lancé le mouvement chienne de garde quand même en 99, qui a eu un écho médiatique incroyable, qui était contre les injures sexistes. Et la meute, c'est contre la pub sexiste. C'est ça.
Ça marche toujours? Oui, ça marche toujours. Oui. On dit chienne de garde, maintenant c'est presque entré dans l'expression française, chienne de garde. Oui, c'est une expression. Ça veut dire féministe très engagée, féministe très active. Il y en a qui nous accusent de turpitude, de violence épouvantable. On n'a jamais tué personne, on a simplement dit « Wow, ça suffit les machos, arrêtez de nous insulter comme ça ». Et d'ailleurs, tous les ans, nous décernons un prix au ringard de l'année, à la phrase la plus sexiste que nous avons entendue pendant l'année précédente. Oui, donc ça reste quand même... Ouais, ça reste quand même de l'humour. Hein. Frédéric, je suis féministe en luttant ainsi contre la victimisation. Lourde tâche dans une grande solitude parfois. Il y a Sam qui s'est énervé, mais tout le monde lui a tiré l'oreille. Liliane, ne croyez-vous pas que dire être féministe se résume à rejeter les hommes? C'est souvent ce qui est présupposé. Tu la gardes bien, tu réponds tout de suite. Merci pour ce Facebook Live. Ce message-là est apporté haut et fort, dit Jean-Luc. Le respect de la femme ne doit pas être un combat, mais une évidence. Revenons sur ce que dit Liliane. Est-ce que être féministe, ça se résume à rejeter les hommes? Mais non, je ne sais pas d'où vous avez sorti ça. C'est ce que certains hommes qui jouent les choupinets, moi je les appelle les choupinets. La théorie des choupinets, c'est-à-dire oh mais les femmes sont trop libres, on est déboussolés, mon Dieu, on n'arrive pas à être un homme, on perd notre virilité parce qu'elles sont là. Oui, les pauvres choupinets. Mais c'est très très fort dans plein de colloques, parce que évidemment j'avais un discours un peu comme toi, c'est-à-dire j'ai toujours ce discours-là, très très féminin. Moi je suis féministe radical, totalement radical. Alors radical, ça veut dire qu'il s'attache à la racine des problèmes. Moi je suis contre le patriarcat et je veux déconstruire totalement le patriarcat. Et donc j'ai ce discours-là, et souvent parce que je suis un homme et qu'il y a d'autres hommes qui doivent se positionner dans le débat pour défendre le patriarcat, c'est mais on est déboussolés mes amis. Il y a ce côté choupinet, ils jouent les petites victimes, les petits choupinets. Très bien, qu'ils soient déboussolés, c'est très bien, parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour les déranger, c'est fait pour bousculer les certitudes. C'est quand même pas reposant. On est en train de changer quelque chose. Le premier que tu as lu a dit 40 000 ans d'histoire, mais beaucoup plus que ça. 200 000 ans d'histoire. Depuis que l'humanité s'est constituée sur ses deux pattes, depuis qu'il y a des groupes humains, ça fonctionne d'une manière machiste. La preuve en a été apportée par Françoise Héritier. C'est-à-dire que depuis qu'il y a des groupes humains, ils échangent les femmes entre eux. Les femmes servent de monnaie d'échange. Les femmes sont des objets. Les femmes sont des biens. Elles ne sont pas des personnes. Je te coupe une fraction de seconde. Costas Axelos, philosophe, qui dit, finalement, il dit ça dans les années fin du XXe siècle, finalement la femme reste toujours un instrument de communication entre les hommes. Voilà. C'est ça. C'est comme ça depuis le début de l'humanité. Les femmes sont des objets, des marchandises, des transactions. Elles servent aux intérêts des hommes du groupe humain qui les échangent contre d'autres. Alors, la révolution féministe, ça veut dire nous sommes des personnes, nous sommes des sujets. Donc c'est une révolution anthropologique et pas seulement politique. C'est une révolution qui tient à l'espèce et pas seulement à l'humanité, comme on la connaît depuis 6000 ans. C'est très très important, nous vivons des temps fabuleux, nous vivons des intelligences qui s'éveillent. Il n'y a pas seulement Marie Curie, il y a beaucoup de génies féminins qui ont été noyés dans l'eau de vaisselle ou qui sont mortes en couche. Maintenant, toutes ces femmes qui osent prendre la parole, qui osent exprimer qui elles sont, qui veulent participer au concert humain, elles vont enrichir toute l'humanité. Voilà, c'est ça le féminisme. Alors ce que tu dis, ça me fait penser à ce que disait Sandra Harding, je ne sais pas si tu connais, c'est une philosophe féministe qui est à Los Angeles, exactement, biologiste, mais qui écrit aussi et qui théorise. Et elle a été sidérée par l'exclusion des femmes du champ du savoir, du champ de la science. Elle dit... il n'y a aucune raison scientifique d'exclure autant d'intelligence au nom du féminin. Et elle a commencé à s'interroger, Sandra Harding, sur l'objectivité. La vision occidentale de l'objectivité, c'est que peu importe qui parle, peu importe les conditions socio-historiques de l'émergence d'un discours, il faut faire table rase de tout ça. Ce qui compte, c'est la preuve et c'est accéder directement à la science. Et Sandra Harding, ce qu'elle a voulu faire, c'est créer une objectivité justement qui fasse attention de son origine, qui vient évidemment de subjectivité. Donc partir en enquête des subjectivités qui prédisposent à créer de l'objectivité. Je ne sais pas si je suis assez clair. La strong objectivity, elle appelle ça. Et donc elle montre que les facteurs sociaux doivent être pris en compte lorsqu'on veut fabriquer de l'objectivité. Ce qui permettrait d'inclure évidemment des indicateurs qui permettraient de dire là, il y a véritablement discrimination.
La discrimination dans les sciences, et les sciences sociales évidemment n'y coupent pas, elle est fondamentale. Il suffit juste de se rendre compte du nombre de femmes qui ont été qualifiées de philosophes depuis l'histoire de la philosophie. C'est hallucinant, c'est 0,01%. 0,01%. Alors, dès qu'on en a une, on essaie de la mettre au devant. Voilà, des Aspasie, des Simone de Beauvoir, des Simone Veil et des Hannah Arendt. Je crois que Simone Veil et Hannah Arendt, on s'arrête là dans le corpus classique d'un étudiant de première, deuxième année de philo. Et donc, le gros boulot, par exemple, mon boulot en tant qu'éditeur notamment de philosophie, ça a été d'éditer des femmes, notamment des femmes arabes. C'était une époque où justement l'ambiance était assez discriminante, donc je me suis dit allons carrément chercher donc Rachida Triki qui a fait un livre dans ma collection sur l'image, aller chercher des femmes, aller chercher dans les biographies et dans les index, c'est-à-dire quand vous faites un livre de sciences humaines, vous avez des index où vous mettez tous les noms que vous citez dans le livre. Eh bien je demandais à mes auteurs de citer au moins 40% de femmes, donc c'était un travail de dingue, c'est-à-dire qu'il fallait aller étendre le domaine de la philosophie aux romancières, aux femmes de science, pour pouvoir les mentionner. Donc c'était un des partis pris de la collection, d'avoir au moins 40% de femmes dans les index. Donc ça c'est du combat très très important. T'es un allié, mais c'est pas forcément un combat. Mais t'es un allié dans cette entreprise de justice. Mais je pense qu'on a pas mal d'alliés, on va lire 2-3 trucs. Bon. Béatrice, peut-être en effet que certains hommes, les choupinets, se sentent paumés, hors du champ machiste. Ils sont paumés hors du champ machiste. Alors quel masculin à la hauteur d'un féminin qui s'affirme? Quel masculin pourrait être à la hauteur d'un féminin qui s'affirme? Très bonne question, Béatrice. C'est une très belle question, ça, parce que justement, être à la hauteur, c'est typiquement une expression d'homme. Depuis le 19e siècle, les hommes disent qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. C'est quand même énorme, sachant qu'en moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes. Alors, où est leur problème? C'est la hauteur de quoi dont on cause? Moi, j'ai des soupçons quand même, qu'ils ont des problèmes d'érection, ces hommes, qu'ils ont du mal devant une femme qui a de l'assurance, par exemple une femme qui exprime son désir. Ça, c'est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité. Les femmes ont été entraînées à ne pas exprimer, à ne pas montrer, et d'ailleurs à ne pas éprouver. C'était beaucoup plus simple. Elles n'avaient qu'à se plier au désir de l'homme. Maintenant que les femmes expriment leur désir, certains hommes sont intimidés parce qu'ils n'ont plus le bénéfice de ce que ça leur donnait autrefois. L'assurance, l'ascendant. Et oui, c'est tout un apprentissage nouveau à faire. Mais est-ce que c'est pas excitant d'être au début d'une révolution, de commencer quelque chose d'entièrement nouveau? Par exemple, de prendre l'initiative pour une femme, de dire à un homme, eh ben, tu me plais, j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie d'aller plus loin. Bon, jusqu'à maintenant, ça veut dire quoi? C'est une pute, c'est une allumeuse, c'est une salope. Tandis qu'un homme qui ferait ça, il serait normal. Mais on en a marre de ce monde aussi stéréotypé. Pourquoi ce serait toujours aux hommes de faire des avances? C'est intéressant. Alors, Sylvia qui me reprend en disant « Mais non, il y a Judith Butler, Silvia Federici, Hypatie d'Alexandrie. » Formidable. Je parle des philosophes mentionnés en deuxième année de fac en philosophie. Il n'est absolument pas question de Judith Butler en deuxième année de fac de philosophie dans une copie de terminale. On ne peut pas la citer, c'est interdit. Et dans une copie de deuxième année de philosophie, vous me parlez de Judith Butler, vous êtes blacklisté. Donc là, je parle vraiment des philosophes qui sont tellement admis qu'un professeur qui corrige une copie dit « Oui, très bonne référence, bravo. Il faut du Kant, il faut du Platon, il faut du Nietzsche, il faut du Spinoza, on les connaît par cœur. » Donc voilà, évidemment, il y a des femmes philosophes, je suis le premier à le dire, mais elles ne sont pas autorisées à entrer dans les copies d'étudiants étudiant la philosophie. Béatrice, j'ai mis un égal expert pour sous-entendre que cette hauteur n'est pas une question de plus ou moins. Merci de cette super réponse. Voilà. Les hommes, dit Christine, se mentent au point de se convaincre que les femmes ne désirent pas. Ben oui, ça en effet. Mais parce qu'on n'a encore rien vu. Parce que le désir des femmes, d'abord il est nié depuis l'enfance. On nous habitue à dire oui maman, oui papa, puis après oui patron, oui chérie. Mais on ne nous apprend pas assez à dire non au désir de l'autre, parce qu'il faut d'abord dire non, se retirer dans son fort intérieur, savoir de quoi on a vraiment envie. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça ou d'autre chose? Et de quoi a-t-on vraiment envie? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on n'est pas tous dans un moule où, par exemple, le cinéma, la littérature nous apprennent la bonne façon d'aimer, la bonne façon de toucher le corps de l'autre? Par exemple, enfin, moi j'étais comme ça. Pour le premier baiser, j'ai fait comme j'ai vu au cinéma, c'est-à-dire que j'ai fermé les yeux pour ressentir plus intensément. Maintenant, je pourrais le justifier, mais au début, je faisais comme les autres. Alors, quand on avance en âge,
on découvre sa propre personnalité, ses propres désirs, son originalité. On peut aussi faire toute sa vie comme les autres. Il faut un peu de force de caractère pour s'affirmer. Mais c'est comme ça qu'on crée des personnes, des personnalités, qu'on les développe, qu'on se développe soi-même et qu'on apporte vraiment qui on est. Sa singularité unique, on l'apporte au monde. Dounia qui dit, au lieu du féminisme ou du genre, ne valait-il pas mieux parler plutôt d'humanisme? Merci pour ce beau débat. Je lis 2-3 trucs, 2-3 réactions. Axel qui a compris que c'était ici, c'est super. Christine, ouais. Axel, donc cet ordre, cette sédimentation millénaire de la culture machiste, faut-il passer par la révolution dans le sens trivial du terme, c'est-à-dire la guerre? Attends, et Hakim qui dit, j'adorerais vivre dans un monde où c'est les femmes qui font le premier pas. Le premier pas, j'aimerais qu'elles fassent le premier pas. Voilà, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, c'est passionnant. Ouais. Alors, sur l'humanisme, c'est passionnant. Bien sûr que le féminisme est un humanisme. C'est un mot qui est daté, il date exactement de 1892 avec ce sens, et à l'origine c'était le droit de vote. Alors on a gardé le mot par commodité, mais aujourd'hui il a un sens beaucoup plus large, c'est-à-dire les droits humains, c'est vraiment ça le féminisme. C'est un humanisme au sens où nous voulons une humanité réconciliée, une humanité qui n'est pas en train de penser que c'est l'autre, l'ennemi, le problème, une humanité juste, une humanité qui promeut les idées de liberté, d'égalité et d'adelphité. Et d'adelphité, ça marche. Bon. Dans le débat, on a une génération qui arrive et pour laquelle il est intégré que le féminisme, finalement, c'est... Et d'ailleurs, le refus du macho, finalement, c'est un plaisir sexuel en moins. C'est-à-dire que le machisme a tellement bien travaillé les consciences... La pornographie aussi, ça serait intéressant d'en parler. Je crois qu'on partage l'idée que c'est quelque chose de très compliqué, qui formate les esprits. La prostitution, parce que tu t'es engagé en cofondant Zéro Macho, qui est un réseau de réflexion et militant qui consiste à dire non, à abolir la prostitution. Il faut que tu nous en parles aussi. Donc tu es vraiment engagé concrètement en affaire à une vraie militante qui consacre son énergie, sa vie, son intelligence à ça. Mais le machisme a tellement bien travaillé que macho devient presque un mot valorisant, en disant j'aime bien les machos, les machos c'est sympa, c'est cool. C'est devenu un beau mot. Alors dire non au machisme du coup devient un peu désuet. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau de la langue là, à ce niveau de la langue? Tu n'y avais pas pensé? Oui, mais ça... il y a des mecs qui adorent être qualifiés de machos. Ah, bien sûr, mais bien sûr, ils se sentent plus grands, plus beaux, plus forts, c'est sûr, ils ont besoin de ça pour exister. Bon. Tout en ayant un cœur tendre, ils se disent toujours je suis macho au cœur tendre. Donc quelque part, c'est fini. C'est-à-dire quand on dit oui, mais t'as pas d'émotion, tout ça. Oui, j'ai des émotions, mais je suis machiste. C'est très valorisé comme mot, c'est très laudatif et non pas péjoratif. Oui, et à l'origine, macho, ça vient de l'espagnol qui veut dire mâle, tout simplement. Oui. Mais ça a pris pour nous la connotation de la violence. C'est quand même très important. Les femmes qui disent qu'elles aiment les machos. Alors attention, est-ce qu'elles aiment être plaquées contre le mur et embrassées de force ou pire? Est-ce qu'elles aiment... Tout est dans le de force. Parce que plaquer contre le mur peut être un jeu sexuel. Parfaitement. Et ça, il faut le dire aussi, parce que c'est très important. Oui. Parce que je crois que vraiment qu'il y a un micro-combat sur les pratiques sexuelles. C'est comme ça que des Zemmour et autres conservateurs ont pu passer pour des je dirais, libérateurs d'une parole, je dirais, machiste. Il y a tous les jeux sexuels possibles. Oui. Il y a les jeux, non mais il faut le dire, il y a les jeux de domination, il y a les jeux presque de viol simulé où l'autre dit oui, c'est tacite, mais on peut jouer au docteur, on peut jouer à tous les délires. Sexuellement, tous les délires sont possibles. Il y en a même qui se donnent des coups volontairement, il y a du sadomasochisme, tous les délires sont possibles. La palette, c'est le jeu des adultes, la sexualité, et donc les adultes jouent comme ils veulent. Avec une limite. Alors voilà, mais ça c'est important de avec une ça. Limite, et je ne vais pas employer un mot que je dirai après, parce que c'est le mot qu'on emploie d'habitude, auquel vous pensez peut-être. La limite, c'est qu'il faut que le désir de l'un rencontre le désir de l'autre. Il faut que cette recherche de plaisir commun procède d'un désir qui se correspond, qui est complémentaire. Et le mot qu'on emploie habituellement, c'est un mot juridique, c'est consentant, et ça, non. Dire consentant, c'est parler la langue de l'ennemi. Parce que les machos se satisfont du consentement. Mais c'est vraiment nul. Alors quoi? Je me laisse faire, j'ouvre les jambes, je dis vas-y. Bon, ça vous suffit?
eh ben vous êtes bien, vous ratez quelque chose, c'est-à-dire être désiré pour vous-même, qu'on désire vous embrasser ou tout autre, par goût, par envie, parce que c'est vous qu'on aime, votre corps, votre allure, votre fantaisie, votre odeur, tout ça, et pas qu'on se laisse faire en attendant que ça passe. Consentant, c'est ça que ça veut dire, c'est répondre à la question en disant bah oui, vas-y, ou bien oui, je veux activement. Alors quelle sexualité on veut? Où les hommes proposent et les femmes se laissent faire, ou bien où chacun propose à son tour un jeu, un amusement, une fantaisie. Il ne s'agit pas de formater les fantasmes comme la pornographie, il s'agit d'accéder à nos propres fantasmes et pas ceux qui nous ont été infligés par le machisme. Beaucoup de questions. Alors là, le débat là, on arrive, il nous reste encore un peu plus d'une demi-heure. Donc là, ça va vraiment décoller. Accroche-toi, Bon, accroche-toi. Je m'accroche. D'abord, il y a Anne qui entre dans la place. Alors Anne, elle arrive et elle dit: que pensez-vous du mansplaining, soit le fait qu'un homme présente une auteure, une experte, mais en prenant tellement de temps de parole qu'elle n'a pas le temps de parler elle-même de son œuvre, de son livre. J'espère que c'est pas le cas ce soir. Voilà, les compteurs, on va voir après. On le voit fréquemment dans les médias. T'as vécu ça? Oh, tous les jours. C'est vrai? Bah, bien sûr. Mais ça tombe Explique-nous bien. alors. Ça tombe bien. Moi, je m'amuse dans ces cas-là. J'écoute. J'écoute le type qui m'explique ce qu'il y a dans mon livre. Et que lui, il pense que... Moi, ça m'intéresse parce que mon livre, je sais ce qu'il y a dedans. Et lui, ça m'intéresse de l'écouter. Parce que c'est la vie d'une écrivaine, c'est d'abord avec la parole et la pensée de l'autre. C'est l'autre qui m'intéresse. Alors, mansplaining, c'est un mot intéressant qui vient de l'anglais, de man explaining. Il faudrait trouver un équivalent français. On a proposé m'explication. C'est pas mal, ça. M'explication. J'aime bien. Parce que dans ce livre, j'essaye aussi de dire qu'il y a des mots français pour tous les concepts anglais qu'on a importés. Anglophones, je veux dire, ça vient en général des États-Unis. Oui, il y a des mots français, inventons-les, approprions-les nous, et pensons aussi que c'est un dialogue. Par exemple, toi, ne cherche pas à compter le temps, c'est un dialogue. Tu m'as prévenu qu'on allait parler ensemble. Et justement, nous allons donner, et nous le donnons déjà, j'espère, depuis 1 heure, le spectacle d'un couple homme-femme qui s'écoute, qui dialogue vraiment, qui essaye de progresser ensemble, et que vous tous qui nous regardez et qui nous écoutez, vous vous laissez pénétrer par nos paroles, vous les laissez cheminer en vous comme des graines qui vont peut-être plus tard éclore. Si vous n'êtes pas d'accord tout de suite, vous réfléchirez parce que vous sentez que nous sommes de bonne foi, de bonne volonté, que nous voulons vous montrer que nous-mêmes, nous nous laissons questionner l'un par l'autre en essayant que ça va produire quelque chose de meilleur. Ah, tu fais chaud au cœur parce que tu viens de résumer tout ce que je fais depuis plus d'1 an, oui, les vidéos live oui. avec ma communauté, les indisciplinés qui sont là. Je les appelle les indisciplinés pour justement garder cette effervescence, ce fusionnement, cette effusion. Et donc là, tu viens de résumer pourquoi j'adore cet exercice, justement, c'est que c'est le dialogue avec toutes ces failles et puis la possibilité de trouver du nouveau dans le dialogue. Continuons. Axel, est-ce que le féminisme est timoré parce qu'il est de nature bourgeoise et capitaliste? Se révolter sur l'ordre établi, c'est détruire l'assise même du féminisme. Oh là! Ouais, le féminisme n'est pas spécialement bourgeois. Le féminisme... Attends, est-ce que c'est le même Axel qui pose... Oui, c'est le même Axel. Bon, alors le même Axel, manifestement, il lui faut une petite base sur le féminisme. Chacune donne sa définition du féminisme. Ouais. Alors, je vais parler de la mienne, parce que quelqu'un en a une autre, toi, tu en as peut-être une autre. Pour moi, c'est le sentiment de l'injustice. C'est ça qui prime. Dans ce monde, il y a des injustices épouvantables, mais les pires concernent les femmes. Je vais donner juste un exemple. L'excision. Vous savez ce que c'est de l'excision? Ça consiste en... L'ablation du clitoris. Du clitoris, éventuellement du coup, la femme ne ressent pas Voilà. Ouais. Bon, l'excision. Il y a 200 millions de femmes excisées dans le monde. Énorme. Moi, ça m'empêche de dormir. Ouais. Ça me fait lever le matin, de me dire c'est trop injuste, c'est trop horrible. Il y a des mortes à cause de cette coutume. Mais d'autre part, le féminisme blanc, on pourrait dire, ah oui, c'est indigne de ce que font les autres. Ça se passe dans 28 pays du monde. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans ces pays-là, on a pris ce problème à bras-le-corps, on a essayé de transformer cette tradition, d'en faire une tradition symbolique. Un peu comme dans les pays catholiques, le baptême. Autrefois, on trempait la personne entièrement dans l'eau, et puis, au fil des siècles, on a simplement versé quelques gouttes d'eau sur le front. Eh bien, c'est ainsi qu'on peut transformer des cérémonies initiatiques par leur équivalent symbolique. Et donc, nous, les féministes, nous analysons l'excision comme une des pires tortures qui puissent exister. Nous la nommons, nous la faisons exister, parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Savez-vous bien ça dans les mots? C'est pour ça qu'il faut non seulement nommer les choses, mais les nommer avec des mots justes,
pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. L'excision, c'est une torture inutile, monstrueuse et dirigée seulement vers les femmes parce qu'on a peur du clitoris qui ne sert qu'au plaisir. J'ai dit le gros mot, clitoris, un organe qui ne sert qu'au plaisir. Et quel plaisir merveilleux! Oui. Je vous plains les hommes. Oui, dans une autre vie peut-être. On peut quand même, par projection mentale, ressenti, empathie, avoir un clitoris, nous aussi, un clitoris métaphorique, fantasmé, projeté. Appeler un viol, voilà typiquement ce qu'il y a dans ce livre. Le roi des cons, donc ça vient de paraître, c'est aux éditions Le Robert. Le Robert, c'est à lire, hein. Il faut vraiment que maintenant vous le lisiez parce que c'est vraiment un petit bijou. Alors, ce livre, je vais vous dire pourquoi il est génial, c'est que vous pouvez le mettre dans les mains d'un enfant de 13 ans, un enfant qui se pose des questions sur la sexualité, un enfant qui se pose des questions sur les rapports hommes-femmes, un enfant qui se pose des questions sur la pornographie parce que ses copains commencent à en parler. Vous donnez ce livre, et il va apprendre ce que les parents ne peuvent pas apprendre, parce que ça prend trop de temps, ça demande... C'est un livre, je pense que tu l'as pas pensé comme ça, mais moi je sais exactement à quel enfant de 12 ans je vais offrir ce magnifique livre, et parce qu'il me pose des questions, alors je prends du temps pour lui répondre, mais là c'est magique, voilà. Parle-nous un peu de ces entrées. Est-ce qu'il y en a une qui t'a demandé... Oui, celle-là justement, abus sexuel. Oui. Mais toutes. En fait, j'ai recensé 100 expressions qui sont critiquables, qui transmettent autre chose que ce que nous voulons dire. Et c'est ça, c'est l'adéquation entre ce que nous voulons dire et ce que nous disons. C'est là-dessus que je travaille. Alors, par exemple, abus sexuel. Quand j'ai entendu ce mot arriver en France, je me suis dit, mais de quoi parle-t-on ? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, parce que pour moi, abuser, ça a un sens très clair. On abuse du pouvoir, par exemple, mais ce n'est pas du tout le sens anglais. To abuse, en anglais, ça veut dire violer. Alors, on a traduit comme ça, abus sexuel, sexual abuse, mais non, c'est une mauvaise traduction, c'est ce qu'on appelle un faux ami. Il ne faut pas dire abus sexuel. Là, si vous voulez dire ce que c'est, eh bien, vous dites selon les cas, violence sexuelle, harcèlement sexuel ou viol. On ne peut pas dire abus sexuel si on veut vraiment dénoncer des violences, parce que c'est vraiment léger, abus, bon, t'abuses, hein. Bon, ben non, là, t'abuses pas, tu violes. C'est excellent. Dire ça à un gamin de 12 ans, mais tout de suite, c'est lui donner des armes. Ça s'adresse aussi à ça, à éduquer. Ouais. Je peux me permettre d'interrompre. Oui, bien sûr. C'est lui donner des armes. Mais pourquoi vous êtes toujours dans la bagarre, les mecs? Moi, je dis, c'est lui donner des outils, c'est lui donner des instruments pour penser ce qui lui arrive. Oui, t'as raison. Mais je dois me réformer et m'amender aussi, voilà, et ça m'aide. Cette rencontre m'aide à ça. J'interromps seulement dans ces cas-là, je précise. Regardez, je lis un peu pour que vous compreniez un peu le style de Florence. Le livre, quelqu'un m'a demandé la référence, donc c'est Le Robert, l'édition, et c'est Le Roi des cons, quand la langue française fait mal aux femmes. Voilà, je le mettrai en description de la vidéo avec tous les liens, et pas que le lien Amazon, mais les liens, parce qu'il y a plein de librairies en France qui n'attendent que ça. Alors, tomber enceinte, pourquoi tomber ? Quand on parle de tomber malade ou de tomber évanoui, on associe à un état particulier un verbe désignant la chute, l'entraînement vers le bas, sous l'effet de la pesanteur ou de la douleur. Presque tous les mots employés avec le verbe tomber renvoie à des états ou des situations désagréables, tomber faible, tomber de fatigue, d'épuisement, tomber sans connaissance, etc. C'est s'échouer. Quant au soldat qui tombe à la guerre, il est tué. Et tomber une femme ou tomber les filles, dans un système de valeurs machistes, cette action n'est valorisante que pour le sujet masculin. Le féminin, tombeuse, est rare. Une femme qui tombe dans les bras d'un homme est bien près de tomber sur le dos, c'est-à-dire à sa merci. L'expression tomber amoureux ou amoureuse, au Québec tomber en amour, comme en anglais to fall in love, s'explique peut-être parce que l'amour fait perdre la maîtrise de soi. De même, tomber en extase indique un tel saisissement qu'il fait perdre l'équilibre. Dire qu'une femme est tombée enceinte, c'est assimiler la grossesse à un mal, à un événement involontaire, comme si les lois libéralisant la contraception et l'avortement n'avaient pas abouti à ce que la grande majorité des grossesses soient désirées. De nos jours, la plupart des femmes sont enceintes parce qu'elles l'ont décidé, au contraire de tant de femmes d'autrefois qui se sentaient prises au piège d'une grossesse imposée. Et l'homme ? Il rend la femme enceinte, il l'engrosse selon le mot populaire resté en usage dans le français d'Afrique. Au XIIe siècle, engrosser avait pour sujet la femme, comme engraisser aujourd'hui. Il signifiait grossir. En parlant d'une femme enceinte, puis au XIIIe siècle, devenir enceinte, il dérive de grosse au sens de enfler, gonfler, usuel jusqu'au XIIe siècle au sens de enceinte, puis ressenti comme trop concret, grosse a été remplacé par enceinte.
Mettre une femme enceinte appartient au registre familier. Enceinter une femme est rare, au contraire de l'espagnol embarazar, embarazada, signifiant enceinte. Certes, tomber enceinte exprime avec force le changement d'état de la femme, en mettant l'accent sur la conception, l'acte sexuel fécondant, tomber ayant le sens de passer d'un état à l'autre, mais l'association fréquente avec des situations négatives amène à lui préférer des verbes factuels comme devenir ou se trouver enceinte. Donc ne dites plus tomber enceinte, dites devenir enceinte. C'est une véritable révolution. Voilà, je vous ai lu une des vignettes, il y en a 100 comme ça, et on apprend des choses, c'est érudit, c'est amusant, et ça nous travaille, Il y a, tu crois en l'efficace du verbe. Tu es poète aussi, tu fais de la littérature aussi. C'est mon jardin secret. Ah, ben raconte un peu, raconte. Oui, ah, mais poil. Oui. Ouais, on sent cet amour oui, puis gourmand. Ça c'est pas le plus drôle, parce que je pensais que tu en choisirais un plus drôle. Hein, Non, il y en a où je me suis vraiment oui, marrée. il y en a plein. sur le vrai mec. Ah, un vrai mec. Ah ouais, ne dites pas un vrai mec, dites une femme de caractère. Oui. Quand on dit dame de fer pour signifier qu'elle a un tempérament. Ben oui, c'est-à-dire on a marre de penser que seulement, je sais pas, qu'elle a des couilles, je sais pas quoi. Enfin bon, zut, elle a des ovaires et c'est déjà bien, mais ce qui compte c'est le caractère, c'est pas le sexe en l'occurrence. Alors, regarde, on va plein de questions. Ouais, plein de questions, ça n'arrête plus. On est encore pour une 25 minutes ensemble. Ça va? Tu tiens la... Ouais. Alors, Nathalie, être enceinte, c'est beau être. Elle est pour être enceinte, Nathalie. Très bien. Hein, c'est bien. Bien. C'est validé. Bon. Claire, Simone de Beauvoir disait qu'il suffirait d'une guerre religieuse, culturelle, etc. pour que les droits des femmes soient remis en question et qu'il fallait surtout rester attentive à cela. Oui. Non, magnifique, ils ont aimé l'extrait. Hein. Béatrice qui dit c'est magnifique. Tomber amoureux pour l'interrogation, demande Cécile. Tomber amoureux, c'est perdre la maîtrise. C'est l'amour est tellement fort qu'on perd ses repères. Détruire le désir, dit Cécile, l'énergie vitale, la capacité à éprouver du plaisir, n'est-ce pas une forme de crime? Alors, ah oui, bah, c'est ce qu'elle dit. Christine, mais pour eux, une femme qui vit pleinement son plaisir est une femme qui risque de se rebeller. Ah, peut-être qu'elle parle de l'excision. Ah ben oui, bien sûr. Du moins de vouloir enfanter, etc. Sans parler de la jalousie due au fait qu'on peut ressentir ce plaisir avec une intensité accrue. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de quelque chose qui est trop peu abordé dans le féminisme actuel, en tout cas en philosophie, c'est la notion de jalousie, qui est centrale. Quand des terroristes, quand des sectaires qui veulent endoctriner la jeunesse, et surtout en promouvant le machisme, en disant tu es un vrai mec avec nous, tu vas être un macho, ils incitent les jeunes garçons à dire vous devez être jaloux. Nous ne sommes pas dans un monde féministe, au contraire, la jalousie elle est valorisée. Ta femme tu dois la tenir, ta femme tu dois la dresser, ta femme tu dois l'éduquer, etc. Et ça parle aux jeunes qui sont déboussolés, les plus déboussolés, et qui se disent je dois au contraire être dur, etc. La jalousie est fondamentale. La jalousie c'est cette idée que l'autre m'appartient. Alors ce que disent les machistes, c'est que oui, j'appartiens aussi à ma femme. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette notion de jalousie? Est-ce que tu y vois une construction sociale machiste aussi, ou c'est vraiment... Oui. Je pense que la jalousie, c'est le premier ennemi de l'amour. Parce que ce que tu viens de décrire, c'est la possessivité. Elle est à moi. Enfin, c'est dingue ça. On est des êtres humains, on n'appartient pas à l'autre. À quoi ça veut dire quoi appartenir? C'est un objet, c'est un bien matériel, c'est pas une personne. C'est fini l'esclavage. L'amour nous rend libres, l'amour ne nous rend pas esclaves. Si le lien conjugal, par exemple, ça veut dire tu ne dois regarder personne d'autre et tu ne dois parler avec personne d'autre, mais alors voilà. Et c'est tellement courant. Mais oui, mais cette jalousie dans les couples est extrêmement courante. Et on sait que d'ailleurs les femmes battues, et qui parfois et très souvent, trop souvent, meurent sous les coups de leur conjoint, c'est toujours quand le couple va mal, que la femme dit je vais partir, et que l'homme ne supporte pas qu'elle puisse appartenir à un autre. Alors ça veut dire que son existence à lui dépend de sa domination de la femme. C'est terrible de trouver sa raison d'être dans la domination. Alors que la raison d'être dans ce monde où nous passons si peu de temps et nous avons si peu d'énergie par rapport à tout ce qu'il y a à faire, ça pourrait être d'apporter quelque chose, de construire un monde meilleur, et non pas de vouloir détruire l'autre pour mieux asseoir sa propre puissance. Anne qui dit « Votre proposition tellement juste de reformuler autrement ces expressions qui nuisent aux femmes va-t-elle de pair avec l'écriture inclusive ?» Bon. Alors là, on y va. Dans le livre, il y en a, hein, vous pouvez y aller, allez-y. Hein. Donc, va-t-elle de pair avec l'écriture inclusive? Quel est votre point de vue de linguiste féministe? Question de Anne.
Merci pour cette question. D'abord, l'écriture inclusive, c'est un mot magnifique. C'est une expression qui signifie qu'on inclut. Alors que la langue, jusqu'à maintenant, si on prend l'exemple le plus connu du masculin pluriel qui englobe le féminin, en fait, il l'embrasse pour mieux l'étouffer, le faire disparaître. Où est le féminin quand on dit il quoi? Ils se sont mariés, c'est un homme ou une femme, c'est deux hommes, on ne sait pas. Maintenant, surtout qu'il y a le mariage pour tous. Alors, il faudrait trouver autre chose pour représenter. Et il y a des langues qui le font. Il y a moyen de rendre le féminin visible parce que chaque fois qu'on supprime le féminin, c'est une richesse de moins, c'est une fenêtre qui se ferme. On enrobe tout ça dans le féminin que certains prétendent être neutre, ce qui est faux du point de vue de la langue. Le neutre n'existe pas en français. C'est comme ça, il n'y a que deux genres, le féminin et le masculin. Alors il faut trouver des solutions. L'écriture inclusive, certains s'en effrayent, je l'ai employée dans ce livre, mais avec discernement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas à chaque ligne de rajouter le masculin et le féminin. Il s'agit de trouver des formules, par exemple, au lieu de dire les étudiants et les étudiantes, ce qui est un peu lourd, ou l'inverse, si on veut mettre le féminin d'abord, on peut dire les personnes qui étudient. On peut citer beaucoup d'expressions en tournant la phrase autrement, les pronoms le permettent, mais on n'est pas toujours obligé de faire lourd et disgracieux. Pourtant, quand on parle d'écriture inclusive, on oublie le général de Gaulle qui nous a donné l'exemple en disant « française, français ». Eh bien, personne ne lui a reproché, pourtant il nommait ses électrices. C'était lui qui avait signé l'ordonnance donnant le droit de vote aux femmes, je rappelle, après les décennies d'action du mouvement des femmes. Bon. Alors, maintenant, quand on dit « mesdames et messieurs », ça ne choque personne, c'est aussi de l'écriture inclusive, c'est-à-dire qu'on les nomme. Ça ne vous choque pas qu'on vous nomme quand même? Moi, ça me choquait qu'on disparaisse. Je pense que c'est le début de l'affirmation du sujet, c'est de demander d'être visible. Eh bien, nous le demandons. Magnifique. Alors, super passage aussi sur les préliminaires. Alors, je me suis régalé. Alors là, c'est... Attention, là, c'est plus drôle. Là, c'est très drôle, c'est très drôle. Préliminaire, non. Plaisir en soi, dites plutôt que préliminaire, dites caresse ou jeu sexuel. Un mot dévoile un système. Des préliminaires sont secondaires par rapport à l'essentiel, qui doit venir ensuite. Employer ce mot ou l'expression ancienne bagatelle de la porte pour désigner des caresses sexuelles montre bien que, même si celles-ci procurent un orgasme, elles ne sont pas suffisantes pour constituer un acte sexuel complet au sens usuel. Ces préliminaires ne sont qu'une entrée en matière, un amusement préalable, voire une perte de temps avant les choses sérieuses. C'est quoi des préliminaires pour un macho, dit la blague féministe, mendier pendant une demi-heure. C'est génial. Pour le macho en question, le sens de prélim va de soi, ce qui précède l'action de limer. Voilà. Tu t'es éclaté là. Bon, oui, là la sexualité est-elle un jeu? On disait autrefois se livrer au petit jeu, plutôt au grand jeu, etc. Et tu nous montres que c'est en fait une mascarade d'avoir découpé l'acte sexuel entre préliminaire et puis pénétration, les choses sérieuses. Voilà. Oui, parce que tout acte sexuel doit aboutir à une éjaculation. Tout acte sexuel est lié au plaisir de l'homme. Et nous, alors? Donc je réclame, parce que préliminaire, ça peut être un plaisir en soi. Et le plaisir des femmes, je voudrais quand même en parler dans ce pays où on prétend être le pays de la galanterie. Eh bien, moi, je ne trouve pas vraiment que les hommes soient si galants, parce que la galanterie, c'est notamment de dire « Après vous, je vous en prie, mais passez donc en premier, madame ». Et pour le plaisir, est-ce que c'est vraiment ça? J'en doute. Ouais, vraie question. N'hésitez pas, hein, on est là encore 20 minutes, donc allez-y, parlez avec Florence et posez-lui des questions. Génial sur la passion n'est pas une excuse. Alors ça, c'est vraiment d'actualité, hein, toujours d'actualité, hélas. Ah oui, plutôt que crime passionnel. Oubliez, hein, vous avez 2 pages, là, vous avez vu, hein, j'ai lu, hein, tout est là à noter. Plutôt que crime passionnel, dites meurtre d'une femme par son conjoint ou ex-conjoint. Et tu cites donc les violences du conjoint et tu cites un philosophe. C'est vrai, un philosophe qui a étranglé sa femme, ni plus ni moins, qui n'a jamais vraiment été inquiété avec ce crime-là. C'est Louis Althusser, marxiste scientifique, et qui juste a fait cette horrible chose. Et puis il disait après dans sa biographie, L'avenir dure longtemps, que sa femme le considérait comme un monstre et déclarait vouloir le quitter. Et voilà, et il n'a pas supporté. Crime passionnel, alors vraiment, oubliez ce mot. Alors du coup, effectivement, quand les journalistes maintenant l'utilisent ou flirtent avec ça, parce qu'ils osent plus trop des fois, mais ils utilisent ça, on a affaire à une mascarade totale, à une construction idéologique, carrément. Oui, et ça c'est le sujet qui a soulevé le plus de polémiques. Le livre est sorti il y a 4 jours, j'ai déjà reçu des quantités de tweets me disant « mais crime passionnel, mais c'est très bien ça ». Oui, alors évidemment,
c'est pas dans la pleine lumière de la raison qu'on étrangle sa femme. C'est sûr qu'il y a un peu de chaleur, un peu d'énergie. Mais la passion, c'est beau, c'est magnifique. Pourquoi l'employer pour excuser un crime? Donc, crime tout seul, ça va, c'est un crime. C'est affreux, un meurtre, un assassinat. Assassinat et meurtre, c'est différent parce que l'assassinat, c'est prémédité. Bon, on veut bien leur faire croire que c'est, d'accord, un meurtre. Mais pour étrangler sa femme, il faut beaucoup de force, par exemple. Et c'est pas un instant d'égarement, c'est volontaire. On veut lui supprimer la vie, on veut arrêter qu'elle respire parce que elle veut le quitter. Parce que c'est 9 fois sur 10, c'est ça. 9 fois sur 10. Elle est en train de couper le socle, les pieds d'argile de ce prétendu colosse. Toute la force de ce colosse repose sur la faiblesse de sa femme. Et quand elle s'affirme comme un sujet, il ne peut plus le supporter. Eh bien, nous arrêtons d'aider les meurtriers, les assassins, arrêtons de les excuser, de leur trouver des circonstances atténuantes, de parler d'un instant d'égarement, d'un moment de folie. Non, il s'agit d'un système qui ne supporte pas l'autonomie des femmes. Ce système, les hommes le reprennent à leur compte, ça les valorise, ça valide beaucoup de choses qu'ils pensent et qu'ils font, que les bonnes femmes les emmerdent ou que les femmes, on ne sait jamais, on ne comprend pas, qu'ils fassent un effort, qu'ils partagent avec nous et le pouvoir et les tâches moins nobles, les tâches matérielles, parce que c'est trop facile de dire, nous on fait quoi, on préside, on dirige, on commande, on est le chef, et puis la soupe est pas salée, je te fous une torgnole. Enfin, c'est quoi ça, la soupe? Il avait qu'à partager le travail de la soupe. Ça me fait penser à une question sur ce qui est maintenant à la mode et dans une dénonciation. On a l'impression que derrière ce mot que je vais te dire dans quelques secondes, mais je te laisse chercher et je vous laisse chercher, derrière cette expression, on désigne finalement une sorte de malaise dans la relation amoureuse et on n'arrive pas trop à trouver d'étiquette, alors on dit pervers narcissique. Est-ce que tu entends des filles, est-ce que tu es au courant de cette montée de cette expression? Est-ce que pour toi c'est vraiment une entité claire en psychologie ou est-ce que c'est un malaise plus sournois? Qu'est-ce que c'est le pervers narcissique? Le groupe F, magnifique groupe que tu m'as montré aussi, insiste là-dessus, montre des petites vidéos qui mettent ça en scène. Qu'est-ce que tu en penses du pervers narcissique? Dans les années 70, on n'en parlait pas du pervers narcissique. Alors c'est quoi? Alors c'est une catégorie psychiatrique. Il faut faire très attention quand on emploie des mots comme ça, parce que nous ne sommes pas des psychiatres. Et je pense qu'il faut mieux faire attention, et en ce qui me concerne comme féministe, je parlerais plutôt de machisme, ça je connais, c'est simple, c'est le désir de dominer, c'est asseoir sa puissance par différents moyens, et les méthodes en effet que le groupe F a détaillées, c'est très intéressant, on isole le pervers narcissique, comme elles disent, et moi je dirais, le mari possessif, possessif, voilà, c'est clair, l'autre c'est ma chose, par exemple, jaloux. Celui qui dit ma femme, attention quand on dit ma femme, est-ce que ma femme m'appartient au point que, alors voilà les stratégies de ce genre d'homme, c'est isoler, la couper de sa famille, c'est dévaloriser la femme, lui dire tu vaux rien, t'es qu'une merde, heureusement que je t'aime parce que comme ça te donne un peu de valeur, mais tu sais, un jour j'en aurai marre de toi. C'est aussi, et je te laisserai tomber et tu ne vaudras plus rien, et la femme elle est persuadée de ça, elle se ronge, parce que quand on est soumis à cette action corrosive, quotidienne. C'est vicieux, c'est quotidien, c'est un harcèlement moral. Je vaux rien, je suis qu'une merde. Combien de femmes arrivent à penser ça? Alors que nous avons tous de la valeur, nous avons tous une valeur. Nous sommes tous différents, nous avons tous à apporter au monde. Et donc ce genre d'homme, je continue, commence à pratiquer la violence, justement pour intimider, pour dominer. Et puis la violence, bon à savoir, dès qu'elle commence, dès la première gifle, il faut partir. Parce qu'après, ça continuera jusqu'à la mort. Il y a un phénomène d'accélération, d'escalade. Et c'est terrible, cette jalousie, elle est morbide. Vraiment, ça c'est encore un mot médical. Et puis, attention, n'oublie pas le côté enchantement, le côté merveilleux, des moments où on s'excuse et on a l'impression que l'homme s'excuse et qu'il va nous aimer. Et puis, l'addiction à un discours, on est enrobé, on est drogué aux paroles de l'autre. C'est pas que du morbide, c'est du morbide et de l'enchantement. On a fait une belle chanson avec des indisciplinés, on a fait une chanson qui s'appelle Caïman et qui raconte dans cette chanson, des paroles, on les a fait comme ça en live, des paroles de chansons, et qui raconte le côté enchantement. Dans les mâchoires du caïman, il y a de l'enchantement aussi. Oui, tu as raison, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. Parce qu'effectivement, il apporte des fleurs, il est désolé, c'est pas ça qu'il voulait faire, c'est aller trop loin, puis t'es la plus belle et la meilleure. Et hop, c'est reparti. C'est en effet par cycle, mais à chaque cycle, ça devient plus grave. Donc il faut tout de suite consulter, demander, appeler le 3919, le numéro pour les violences conjugales, enfin pour les violences masculines, mais parce que dans le couple,
quelque chose est vicié à la base, c'est-à-dire quand la femme est en insécurité et l'homme compense sa propre insécurité en écrasant l'autre. Ça, c'est des relations qui ne mèneront pas à grand-chose de constructif. Et pour ajouter quelque chose de psychologique, c'est aussi un homme qui manque d'empathie, enfin plutôt de sympathie on va dire, et qui n'a pas d'émotion et qui a besoin de l'émotion de l'autre. Oui. Et donc quand l'autre souffre, quand l'autre pleure, quand l'autre s'inquiète, et ben, comme un vampire, il suce ses émotions. Vous avez un très beau film qui circule, c'est le film qui s'appelle Love, j'aimerais beaucoup que tu le vois, on va peut-être, je t'en parlerai après. Love, avec Stéphanette Martelet comme rôle principal, où on voit juste en gros plan une femme et un homme en voix off qui a le discours du pervers narcissique, c'est-à-dire je t'aime, tu es belle, mais t'es nulle, mais fais comme si, habille-toi comme ça, etc. Et c'est vraiment un hypnotisme à la K dans le livre de la jungle, c'est-à-dire des mots magiques mélangés à des mots de mort, et on est totalement perdu face à ça. C'est vraiment terrible. Prenons quelques réactions. Alors, je vais lire et tu réponds en une phrase, je réponds en une phrase. Là, on finit. On en a encore pour 15 minutes, mes amis. 15 minutes environ. Posez des questions, n'hésitez pas, on va répondre beaucoup de façon plus succincte pour pouvoir avoir ce tourniquet aux questions. Alors Linda, Leila Slimani a dit « Je trouve dangereux de considérer que la langue est sexiste. C'est la société qui est sexiste, la langue est seulement l'émanation d'un rapport de société, qu'en pensez-vous » Ah oui, c'est un reflet, bien sûr. La langue est sexiste, on peut dire ça, mais elle ne fait que refléter notre monde machiste, oui. Pas mieux. Aucune femme n'appartient à l'homme, dit Cyril, qui était d'accord sur ça. Claire, la jalousie est un poison qui caractérise le manque de confiance et le manque d'estime de soi. Personne n'appartient à personne. Il y a une très belle chanson de Jean-Jacques Goldman aussi, Je ne t'appartiens pas. Voilà. Frédéric, à propos des couilles, étrange cette expression, avoir des couilles, alors que les testiculaires sont une partie les plus fragiles de l'homme. Oh bah oui, en effet. Je fais juste un petit truc, j'ai fait la philosophie des couilles dans mon livre, j'y consacre 20 pages, l'homme expliqué aux femmes, où j'explique pourquoi finalement c'est assez intéressant que cet endroit le plus fragile exprime le courage, et je montre que c'est peut-être par rapport à nos failles qu'un courage masculin ouvert sur l'amour, la tendresse, l'émotion et l'égalité pourra émerger, justement, parce qu'on accepte que nos couilles sont fragiles. Oui, on est tous fragiles. Voilà, on a tous nos faiblesses et nos fragilités. Pourquoi qualifier force ou faiblesse avec des organes sexuels ? Il y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie, il y a des personnes extraverties, d'autres qui sont renfermées. On est tous différents. Alors, les qualités, elles sont humaines avant d'être féminines ou masculines. Claire, la jalousie, quelque part, amène à l'encouplement. Une des notions que j'ai créées qui montre l'obligation de faire couple. C'est pas le couple, hein, mais c'est l'obligation, toute la société qui dit t'as pas de mec, comment ça se fait, tu vas mal. T'en penses quoi d'ailleurs de cette notion? Parce que t'as lu le livre. Oui, j'ai lu ce livre avec grand intérêt. Je pense que ça renvoie aussi à l'hétéronormativité. C'est-à-dire que toute notre culture nous détermine à nous mettre en couple, un seul couple, à vivre ensemble, alors qu'il y a tant de façons d'être heureux. Tant de façons. On peut vivre l'amour séparément, on peut habiter ensemble ou non, on peut avoir des enfants ou non. On est libre et on peut chercher sa voie. Quelquefois, pour les gens conformistes, c'est plus rassurant de faire comme les autres. Mais il y a des personnalités originales qui inventent, et ce sont ceux-là qui font avancer, parce qu'ils font éclater les modèles. Il y a Cyril qui dit pas mal mon t-shirt. Alors, il y a un mot en dessous, il faut que je vous montre. Guy voilà. Loves Christmas. Voilà, ce gars aime Noël. Je suis encore à Noël, hein, je retarde un peu. Plutôt pas mal, M-A-L-E, ils disent. Pas mal. Cécile, l'écriture inclusive est effectivement davantage un art de la formulation, merci. Je la pratique pour mon compte depuis 2005, car j'ai fait un contre-dico philosophique où j'explique tout en écriture inclusive. Voilà, donc ça fait pareil. Dans Mélangeons-nous, dans mes essais, j'essaie vraiment de pratiquer ça. Parce que dans 2 siècles, on ne comprendra même plus les textes du XXe siècle. On ne les comprendra plus, on ne saura plus de qui on parle quand on met un sujet. On se demandera de qui on parle, à des hommes, des femmes. Exactement. Donc ça va venir, le mouvement est irrésistible. Anne suit aussi linguiste et féministe, elle parle d'elle, et entièrement d'accord avec vous. Ravie de vous entendre si bien parler des femmes, de la langue et de l'influence du discours sur nos modes de pensée. Merci Anne. Nathalie, dans l'acquisition des règles d'orthographe, on nous dit le masculin l'emporte sur le féminin. Cette expression est tellement enfoncée dans les esprits des filles et des femmes. Ben oui, mais ça fait que 3 siècles. Savez-vous que ça date seulement de la fin du XVIIe siècle et qu'avant, l'usage, c'était l'usage latin, c'est-à-dire l'accord avec le substantif le plus proche. Donc, un homme et des femmes sont belles. Et puis,
moi, je revendique cet accord avec le substantif proche, parce que si vous avez envie de l'accorder au masculin pluriel, eh bien vous changez, vous dites des femmes et un homme sont beaux. Super. Vous êtes libre, inventez. Super, super. Claire, en Russie. Alors, Nina qui nous dit la femme Touareg est une Touareg. Hein. Touareg est une femme libre. L'homme respecte la femme et pourtant il n'y a pas eu de révolution dans cette ethnie. Je connais pas trop. Assez les Touaregs, voilà, on connaît pas. Mais ce serait très étonnant parce qu'il y a tout de même énormément de critères qui font que la domination masculine est bien assise dans le monde entier. Où est la liberté des femmes? Partout dans le monde, il y a la double norme. Les femmes sont jugées plus sévèrement que les hommes pour des quantités de choses et surtout pour la sexualité. Et puis, moi je parle de la télévision par exemple, on a toujours 18% d'expertes invitées, oui. La plupart du temps ce oui. sont des hommes. Dans les productions artistiques, on a 8% de femmes artistes, alors oui. qu'on est au 21e siècle. Oui. Donc à chaque fois, les chiffres... Dans l'industrie du disque, j'ai pu faire une conférence à Mama, une grande conférence sur l'industrie du rock. Il n'y a que des hommes qui dirigent, il n'y a que des hommes qui gouvernent. Il y a tellement de chanteuses, tellement d'artistes femmes, mais ceux qui ont les manettes, ceux qui ont le pouvoir, ça reste des hommes. Alors chez les Touaregs, par exemple, est-ce qu'elles ont des rapports sexuels uniquement quand elles le désirent? J'aimerais bien le savoir. Alors j'ai parlé avec un ami qui fait des groupes de parole masculins et qui explique que sa grande découverte, à son grand étonnement, c'est que quand la parole entre hommes circule, eh bien il y a plein d'hommes qui disent qu'ils se forcent aussi. Ben voilà. Ils se forcent à faire l'amour parce que ça calme la partenaire et qu'ils n'ont pas envie, mais voilà. Si on se disait un peu la vérité une fois, si on se disait qu'on a envie que ce soit l'autre, par exemple dans les booms, on appelle ça le quart d'heure américain. Si on laissait les femmes inviter les hommes, là on dit ce soir c'est tu décides. Eh ben voilà, j'ai pas envie, on se repose, on est bien. On n'est pas non plus au rendement, on n'est pas aux pièces, on n'est pas à l'orgasme, on ne doit pas avoir son orgasme quotidien. Peut-être qu'une fois par semaine, merveilleusement, ça peut être bien aussi. Claire, en Russie, il y a une loi qui est passée pour les coups donnés aux femmes qui ne sont plus condamnables. Ouais. Certains pays régressent. Que peut-on espérer de l'avenir pour des millions de femmes ? Garde là, j'en lis quelques-unes. Un crime passionnel n'est-il pas proche du féminicide, finalement, dit Anne. Le crime passionnel n'existe pas, dit Yemina. Nathalie, il s'agit d'une action... Nathalie nous fait un long développement, on va le lire après le live. Tu fais des posts très longs. On va lire et on va commenter, hein, mais après... Nathalie, Nathalie, elle a plein de choses à dire, on va lire. Farid, bonjour Farid. Farid est l'intellectuel marocain avec qui j'ai fait mon dernier live, au Maroc. Donc voilà, il est là, il est fidèle au poste. Peut-on appliquer les mêmes revendications aux formes ambiguës? Il est sympa notre hôte, hein, Farid. Peut-on appliquer les mêmes revendications aux formes ambiguës de la communication, implicite, métaphore, sous-entendu, etc. Waouh. Mais oui. Les métaphores, les images, tous les outils du langage peuvent être sexistes, peuvent être égalitaires. C'est à nous de choisir le langage que nous voulons parler. C'est comme une trousse à outils. Nous choisissons si nous voulons employer des métaphores, par exemple, belliqueuses, guerrières, meurtrières. Comme le plus souvent, j'ai fait une recension du vocabulaire militaire employé couramment en français. C'est scandaleux. Scandaleux, tout le temps on parle de avant-garde, première ligne, faire ses armes, et puis surtout combat, victoire. Mais non, nous avons tous à gagner à un changement des mentalités. Claire, non, Axel, notre fameux Axel, est-ce que le meurtre d'Althusser de sa conjointe Hélène Rittmann révèle le fait que les hommes sont des monstres qui ne peuvent être assouvis que dans le crime de la femme ou le suicide, comme le sacrifice humain de jadis? Il faut trouver des substituts symboliques à cette barbarie criminelle de l'homme, pour l'interrogation. Attends, moi je dirais jamais monstre pour un être humain. Les êtres humains sont dans la communauté humaine. Dire monstre, c'est faire croire qu'il y a quelque chose en dehors de l'humanité. Mais non, nous avons tous ces mêmes tendances en nous. Nous sommes tous possessifs. Nous avons tous dit « Maman, maman, viens, tu es à moi seul ». Et puis nous avons appris à la partager avec des frères et des sœurs, avec notre père par exemple. On apprend la frustration. Et cette frustration nous oblige à inventer, à créer. Mais non, il n'y a pas de monstre, il n'y a que des êtres humains bien imparfaits. Humain, trop humain, disait Nietzsche. Voilà. Tu m'as apporté un magnifique livre aussi, il faut qu'on le mentionne, aux éditions Nathan. Alors là, c'est du lourd, hein. C'est très très lourd, mais c'est ce qu'on appelle un beau livre. Hein. C'est ce qu'on appelle un beau livre, parce que c'est... Pas que, il y a beaucoup de textes. Non, mais beau livre au sens de l'édition, tu sais, c'est le rayon, il y a du texte, il y a des photos, c'est juste magnifique. Alors c'est quoi? Tu peux nous dire? Un siècle d'amour, de 1900 à aujourd'hui.
Mais oui, j'aime beaucoup C'est quoi, écrire sur l'amour. T'as mis du temps pour le faire parce que Beaucoup, vraiment ça a beaucoup. l'air très très dense. J'ai choisi chaque année du siècle un couple important, un couple, et c'était très difficile à trouver, un couple d'égaux. C'est la nouveauté du XXe siècle, c'est que les couples ont pu avoir un lien amoureux en se considérant comme des êtres à égalité. C'est tout un travail du XXe siècle. C'est magnifique. C'est le siècle du mariage d'amour et c'est le siècle de l'égalité. Donc le XXIe siècle va couronner ça, nous l'espérons. Magnifique. Il nous reste 3 minutes, mes amis, c'est les dernières questions, là on les attend avec impatience. 3-4 minutes. Claire qui nous dit « Je vais me procurer ce nouveau livre. Je vous avais découvert dans 2 livres, le dictionnaire des proverbes et dictons et l'aventure des femmes. Merci pour tous vos ouvrages magnifiques. » Et Merci. elle dit « Vous, Madame Monreno, qui vous êtes vraiment engagée depuis longtemps pour l'égalité des femmes, pensez-vous qu'un jour cela arrivera ?» Oh ben, bien sûr. Bon, moi je suis une optimiste. Alors, il y a des tas de choses que je n'aurais pas cru voir de mon vivant. Par exemple, le mouvement MeToo, mais c'est un couronnement pour moi d'imaginer que des millions de femmes dans le monde se sont levées, ont dit non. Oui, je ne pense pas le voir de mon vivant quand même, parce que, vu mon âge, mais dans 2 ou 3 siècles, bien sûr que le monde ira mieux, bien sûr que toutes ces intelligences de femmes qui ont pu étudier, parce que ça c'est la grande nouveauté du XXe siècle, elles ont pu faire des études, elles apporteront leur intelligence au monde et le monde changera. Alors il y en a qui disent « Est-ce qu'il faut passer du patriarcat au Ah, matriarcat ?» bon, sûrement pas, Alors, mais on veut pas le même pouvoir, on veut pas remplacer les hommes, on veut, c'est très simple. Changer la nature du pouvoir, le faire reposer sur des bases de respect et d'égalité. Et après, bien sûr, nous voulons la moitié du gâteau, bien sûr, mais il faut d'abord changer la recette. alors moi je vais conclure, et puis je te demanderai après de conclure, avec cette féministe Audre Lorde, une féministe noire américaine qui a été choquée en pleine ségrégation raciale au XXe siècle parce qu'elle voulait une glace et puis la serveuse qui était blanche a refusé. Tous les restaurants refusaient de servir les noirs. Et donc cette humiliation, elle l'a gardée. C'était une poétesse lesbienne, Magnifique. mais magnifique, hein, Magnifique, Audre oui. Lorde. Et alors, à la fin de sa vie, elle avait un cancer et à la fin de sa vie, elle décide de faire une sorte de baptême africain et elle décide de changer le nom. Elle prend un nom africain, je ne sais plus de quel pays, Gamba Adissa. Et Gamba Adissa, ça veut dire guerrière, celle qui se fait comprendre. C'est beau, c'est très très beau. Une poétesse qui manie les mots et qui, à travers le langage, a pu faire éclore une pensée féministe extrêmement féconde. J'aimerais beaucoup que tu nous parles un peu de ce rapport aux mots que tu as, parce que dans ce livre, on sent un truc quasiment mystique autour du langage, même si tu le camoufles derrière un humour et derrière quelque chose de pertinent et de vif et de perspicace. On sent quelque chose de très profond sur les mots. D'où ça te vient, ce rapport aux mots? Juste la littérature, l'écriture, c'est quoi pour toi l'écriture? Ah, c'est tout. Ma vie entière passe par l'écriture. Les mots sont mon pain. Les mots sont ce qui me fait vivre. Je regarde dans le dictionnaire tous les jours, toutes les heures. Je vérifie, je regarde, je m'enrichis. Il n'y a rien de plus beau qu'un livre. Et notre monde, qu'est-ce que c'est, Mallarmé? Tout est fait pour arriver à un beau livre. Voilà, j'espère que ce livre est beau parce qu'il est en tout cas plein de bienveillance pour toutes nos erreurs. Nous cherchons à parler, nous nous exprimons mal parce que nous sommes imparfaits, les mots n'expriment pas bien notre pensée. Il ne s'agit pas de nous corriger de nos erreurs, il s'agit de nous améliorer. C'est un travail quotidien pour aller vers le bien, c'est un idéal. Je vais finir par te lire. Merci les amis, vous avez été extraordinaires, extrêmement nombreux. Il y a eu des dizaines de partages et d'ailleurs je suis sûr que ça va continuer. On mettra la vidéo sur YouTube, vous pourrez aussi commenter sur YouTube, partager. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager cette vidéo à vos amis, en message privé, faites-la circuler. On va se quitter, je vais lire ce que tu mets à la fin de ce livre. Les mots créent les choses. Certains mots permettent d'affronter le réel, de poser un problème avec pertinence. D'autres empêchent de progresser vers une solution. Ce qui est mal nommé obscurcit la pensée, la rend confuse. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas, ne compte pas. Les mots sont bien plus que l'habillage d'une idée, ils sont des outils de la pensée. Nous croyons manier des mots, mais si nous les utilisons sans discernement, ce sont eux qui nous manipulent, en véhiculant à notre insu les préjugés sexistes dont la langue est imprégnée dans un monde où le masculin est la norme, la référence, tandis que le féminin est l'autre A majuscule, inférieur et méprisé. La langue donne à voir, à comprendre. Nommer les problèmes, c'est les révéler.
En près de 2 siècles, depuis la demande du droit de vote pour les femmes jusqu'aux dénonciations de violences masculines, les féministes ont mis en lumière ce qui était jusque-là maintenu dans l'ombre pour le plus grand profit de l'ordre traditionnel. Certains mots donnent du pouvoir, d'autres en ôtent. Voulons-nous proposer une autre vision du monde et des rapports humains que celle du machisme dominant? À nous de choisir les mots qui expriment notre pensée, transmettent ce que nous voulons signifier. Nous avons le pouvoir de dire, employer des mots justes contribue à transformer le monde. Magnifique Florence, j'ai eu un grand plaisir de cet échange, l'un des plus beaux que j'ai vécu, hein, je te le dis, vraiment magnifique. Et merci à tous, c'était très chaleureux. Vous devez lire donc ce livre, il vient de sortir. Tu fais des librairies, c'est quoi un peu le parcours des télés, non peut-être un peu. Ça va commencer. Ouais, ça va commencer. Enfin là c'est une télé, non? Oui, c'est une télé, c'est de la philo live, c'est complètement à part, on est au 21e siècle, vraiment. J'avais jamais fait, c'est une première, c'est formidable, à mon âge je découvre tous les jours. Super, bah ça sert à ça. Merci infiniment, je t'enverrai le lien, tu pourras commenter si tu as des petites questions qui viennent par la suite. Je répondrai aux questions, promis. Voilà, Le Roi des cons, quand la langue française fait mal aux femmes, c'était un magnifique débat, et puis soyons tous féministes. Non seulement il en va de l'avenir du monde, mais il en va aussi des générations futures. Faisons du combat féministe le vrai combat du 21e siècle. Non, pas combat. La lutte. Attends, bon alors arrête, on va s'expliquer là. Rewind. Combat, tu dis quoi? Mais non, action, mouvement. Action. D'accord. Changement. Tu as raison, faut me tirer l'oreille. Révolution, d'accord. On va tout foutre en l'air, mais sans blesser personne. C'est mon passé d'art martial. Ouais, je suis né dans les arts martiaux. Et voilà, le combat est fraternel dans l'art martial, tu vois. On dit faire un combat, mais en fait, c'est avec tes meilleurs amis que tu combats. Donc j'ai une appréhension du combat qui n'est pas militaire, mais qui est de l'ordre du respect et de l'ordre de l'épreuve. C'est quand même battre avec, d'accord. Je suis d'accord. Alors nous agissons ensemble. Nous agissons, nous créons, nous inventons. Nous philosophons. Voilà. Merci, à très bientôt. Merci les amis. C'est formidable. À bientôt les amis.